tout est transparent. Mais je ne sais que c'est toi uniquement si je regarde et si tu me le dis en quelque sorte. Il n'y a pas marqué sur la blockchain ton identité derrière. Et donc, ce qu'ils ont fait pour réguler, c'est l'application d'un KYC parfait. Et en France, on pourrait même dire trop strict. En gros, quand on veut échanger du Bitcoin ou en recevoir, quand on va générer une nouvelle adresse et qu'on veut leur revendre, c'est-à-dire en faire rentrer de l'argent fiat, des euros et des dollars, vers le Bitcoin ou faire l'inverse, revendre ces Bitcoins contre des euros ou des dollars, ce serait la base de l'action de blanchir d'ailleurs, hein, eh bien à ce moment-là, et précisément à ce moment-là, on se doit de remplir un KYC complet. Ça veut dire Know Your Customers, c'est-à-dire vous devez connaître votre client, et c'est une norme mondiale qui fait que l'on doit avoir la pièce d'identité de la personne qui veut procéder à l'échange, un justificatif de domicile, si c'est une personne qui envoie beaucoup d'argent ou qui veut en sortir beaucoup, une justification sur ses fonds, et ça pour le coup, bien que c'est un contrôle des gouvernements sur ce qui se passe un peu sur Bitcoin, du moins qui rentre, qui sort dessus, ça empêche carrément intégralement, parce que c'est jamais à 100% non plus, le blanchiment. Parce que Bitcoin, contrairement à un échange de cash, il laisse une trace. C'est la pire idée au monde d'aller faire quelque chose d'illégal avec du Bitcoin. Autant le faire avec du cash. Le Bitcoin, c'est exactement pareil, mais ça va laisser une trace dans un registre qui ne s'effacera jamais. Avec les outils qu'on a eu en 2020, il y a Chain Analysis, qui est quelqu'un qui analyse et qui remonte les transactions, qui a réussi à obtenir des adresses qui ont fait des échanges sur des sites pédopornographie en 2013, donc ça remonte, hein, on est sur plus de 8 ans, et qui grâce à des vieilles adresses qui avaient fait des choses illégales et qui pour ressortir de l'argent aujourd'hui ont donné leur KYC, ils ont réussi en moins de 2 mois ou 3 mois d'analyse avec des forces spéciales d'aller et de retrouver le fondateur et de faire tomber son site internet 8 ans après. Donc en gros, tous les crimes qui ont été commis sur Bitcoin sont écrits. Mais on a ça parce que sur le moment justement où on veut aller sur des monnaies fiat. Si demain on peut payer en Bitcoin, on n'a plus cette barrière en fait c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de s'identifier, ce qui peut être aussi souhaitable pour beaucoup de gens. Mais alors, ça peut être souhaitable pour beaucoup de gens, mais ça c'est le problème de l'anonymat. Je comprends tout à fait le mec qui dit ça regarde personne, quelle marque de pot de yaourt je mange, j'ai envie de le cacher. C'est louable. Mais malheureusement, la personne qui veut un anonymat complet, je parle pas d'une discrétion, la pseudonymité c'est bien pour ça. Je parle de quelqu'un qui a vraiment un dégoût profond pour le fait d'être tracé et qui se veut être un anonyme pur et dur. Malheureusement, sur 100 personnes avec ce genre de comportement, il y en a quand même que 10 qui veulent protéger leur vie privée. Il y en a un bon 90 qui sont pas là que pour protéger la marque des yaourts qu'elles mangent. Ok. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est assez complexe parce que c'est un jeu de funambule. Des fois, les gouvernements en ont abusé. On l'a bien vu. Il y a eu de l'espionnage industriel aux États-Unis, l'histoire Snowden. Enfin, il y a eu des centaines d'exemples qui font que dès qu'on en laisse un peu trop au gouvernement, c'est lui qui abuse. Mais à l'inverse, dès qu'on laisse un peu trop de liberté aux citoyens, c'est lui qui abuse. On en revient à un problème d'humain finalement. Mais le paiement fait qu'on devra s'identifier quand même. Mais il va y avoir des moyens de s'identifier sans dire qui nous sommes. C'est ça qui est incroyable. Non mais d'accord. Donc on est sur une alternative vraiment très crédible, qui est naissante, hein, qui est en train de se stabiliser, mais qui peut demain devenir un nouvel étalon or, enfin une espèce, voilà, une vraie valeur refuge décentralisée, qui n'est pas contrôlée, qui peut être une réponse justement pour des gens qui cherchent, qui ont peur de l'instabilité financière. Et on voit qu'on imprime avec la quantité de dettes qu'on imprime aujourd'hui, on se dit aussi qu'à terme, enfin certains disent qu'à terme il y a un risque sur les banques, sur les monnaies, qui pourrait avoir de l'inflation. Aujourd'hui c'est pas encore ça parce que l'inflation est sur les marchés, mais que donc c'est une alternative à tout ça, et ça a été construit comme tel, et que peut-être que demain, ça peut devenir aussi quelque chose qui puisse s'échanger et qui permette de jouer le rôle qui rend bien la fonction de la monnaie, qui est de transférer, d'échanger de la valeur. Tout à fait. Est-ce que, je voudrais qu'on aille sur la viabilité aussi sur le long terme, puisque une des critiques qui est faite est liée à l'impact écologique, puisqu'on sait que les cryptos sont faites avec beaucoup d'énergie aujourd'hui, et que donc, dans un contexte actuel, dans le contexte énergétique et écologique actuel, certains disent que ça n'a pas de sens d'imaginer remplacer les monnaies actuelles par des crypto-monnaies. Mais en même temps, c'est ce que tu as dit, ça fait que le Bitcoin est lié au monde physique via l'énergie indirectement qu'il requiert pour être créé, et que donc ça en fait une monnaie quelque part plus réelle, surtout quand on voit, comme j'ai dit, la création monétaire faite à partir de rien du tout, en fait. Qu'est-ce que tu peux dire
de l'impact écologique actuel des crypto-monnaies. Est-ce que c'est une chose qui peut être réglée à terme et est-ce que, comme certains peuvent le penser, ça ne condamne pas de fait les cryptos à ne jamais devenir de vraies monnaies d'échange si demain on a une crise, par exemple, sur la quantité d'énergie disponible? Alors déjà, on parle d'une technologie qui consomme de l'électricité, l'une des rares énergies qu'on arrive à générer de façon verte. Donc déjà, rappelons-nous quand même qu'on est sur une nouvelle technologie qui se base sur quelque chose où, quitte à se concentrer sur quelque chose, on sait générer de l'énergie verte. Alors que là, on est quand même dans une époque où on voit des associations qui se battent contre des centrales nucléaires en disant que c'est une aberration et qui font fermer des centrales nucléaires en forçant des gouvernements à se tourner vers des puits de charbon. On est dans un monde où on a l'impression que tout est un problème en fait. Déjà, on parle de l'électricité. Ensuite, il y a quelque chose à savoir. Le mineur d'électricité, et non pas parce que c'est un bon être humain, est un être qui comprend qu'il doit vivre en communion et protéger son environnement. Mais le mineur va consommer à plus de 4, je crois que c'est 70 ou 80%. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est dans cette échelle-là, de l'énergie verte. Toute la consommation du réseau Bitcoin est assurée à 70 ou 80% par de l'énergie verte. Et j'aimerais vous dire que c'est parce que les mineurs font attention à l'environnement, mais pas du tout. Les mineurs ont besoin de payer l'électricité le moins cher possible pour que ce soit rentable, entre guillemets, d'extraire ce Bitcoin et de sécuriser les transactions. Et donc, ils vont là où il y a de l'énergie que personne ne veut, c'est-à-dire les sources géothermiques en Islande, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques qui proposent de l'électricité pas trop chère que 8 mois dans l'année quand il pleut trop, etc., etc. Et elle se localise physiquement proche de ces sources, c'est ça? Exactement. Donc, de base, en plus d'être un apport électrique, c'est un apport qui, de par raison capitaliste, est à grande majorité de l'énergie verte, premièrement. La deuxième chose, c'est que dans les mêmes proportions, d'accord, le réseau, les différentes crypto-monnaies consomment 7 fois moins d'énergie que le système d'impression, de gestion des billets, des distributeurs et que le système financier actuel. Dans les mêmes proportions, je dis bien. Donc, oui, c'est vraiment quelqu'un qui consomme 5, qui regarde quelqu'un qui propose une nouvelle technologie qui consomme 2 et qui lui dit « Ouais, mais ça marchera pas, ça consomme 2 quand même. » C'est facile, c'est facile. Et ensuite, les gens disent « Ouais, ça consomme tout autant que tel pays. » Venez, on fait un petit calcul de ce que consomme le système financier mondial à l'heure actuelle. C'est pas un petit pays perdu qu'on va comparer à ça. Ça va être quelque chose de beaucoup plus gros. Donc c'est un par rapport à quoi? Et par rapport au service qu'il rend, ce n'est pas une aberration. Il y a une raison quand même qui fait qu'on en parle beaucoup, c'est que les médias, tout comme ouais, ça blanchit de l'argent, ça fait du clic. Donc quand on s'intéresse au Bitcoin et qu'en plus on y met un scandale en mode aberration écologique, boum, ça porte beaucoup d'intérêt dessus et c'est parfait pour les médias. Voilà pourquoi ça s'est énormément répercuté. J'ai pas le nom du média, mais ça vient d'un média à la base. C'est une bêtise qu'a sorti un média. Et je dois malgré tout faire l'avocat du diable en donnant quand même un point contre, parce que là je viens quand même que de donner des points pour, qui sont des bêtises qui disent que Bitcoin ne consomme pas trop. Il ne consomme pas trop, c'est une bêtise, mais une partie de sa consommation est inutile. Et ça, il faut être capable de se rendre compte. J'ai fait une vidéo entière qui s'appelle « Et si le Bitcoin ne consommait jamais plus ?» En gros, pour faire très très simple, le Bitcoin, si demain il y a 2 fois plus de mineurs, ça va consommer 2 fois plus d'énergie, mais ça ne permettra pas de gérer 2 fois plus de transactions. À partir de ce moment-là, le réseau consomme de plus en plus parce qu'il est plus miné, il est plus utilisé, mais n'apporte pas plus de transactions. Et ça, c'est un modèle qui, d'un point de vue humain, qui se veut d'être durable dans le temps, n'est pas scalable. Mais, petit a, on peut l'améliorer. Il y a des moyens d'améliorer techniquement cette consommation d'énergie et de l'optimiser à travers le temps. Et petit 2, il y a des nouvelles formes de blockchain qui vont jusqu'à consommer 10 000 fois moins que le Bitcoin. Et on pourrait même imaginer des surcouches Bitcoin qui, elles, ne rajouteraient pas de consommation d'énergie et permettraient quand même de faire plus de transactions. Puisque ça va en gros faire plus de transactions off-chain, c'est-à-dire hors de la blockchain, et envoyer que le strict nécessaire sur la blockchain Bitcoin. Je m'explique. Imaginons que tu me donnes 10 euros, je te rends 5, tu me rends 2, je te rends 1, eh bien on peut tout simplement faire l'addition et les soustractions de ce qu'on s'est fait et résumer tout ça en un seul échange. Tu es d'accord ? Et on peut donc diminuer par 7 les échanges qu'il y a eu entre nous avec la même finalité. C'est le concept très 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 simplifié du Lightning Network. Là, c'est vrai, là je l'ai vraiment simplifié. Mais en gros, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que non seulement c'est pas une aberration, c'est une vraie grosse incompréhension. Et les seuls petits problèmes qu'il y a réellement, ils sont
réglables à travers le temps et on a les outils pour les améliorer. Donc ça, tout comme le blanchiment d'argent, c'est une bêtise. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution ? Je sais pas à quel point tu es spécialiste des autres sujets monétaires, mais certains disent qu'il y a des risques à terme, comme j'ai expliqué, sur une monnaie comme l'euro, voire même le dollar, avec la quantité qu'on imprime, et tu as un peu évoqué le sujet. Est-ce que tu penses que toi, à terme, le Bitcoin peut être quelque chose de plus sûr que ces monnaies qui aujourd'hui sont des monnaies de référence ? Alors oui, modulo le fait que je ne suis pas un expert et je ne dois pas avoir la maturité et le recul financier que vous avez. Déjà parce que moi je me suis construit en découvrant le modèle financier Bitcoin avant de comprendre celui traditionnel, que je suis encore en train de découvrir à côté, c'est aberrant d'ailleurs, ça fait peur, mais je l'ai appris dans l'autre sens, donc je me permettrai pas de donner mon avis sur la question où je me sens pas vraiment pertinent. Et par contre, j'ai compris quelque chose, là où pour moi Bitcoin est une évolution, car dans la vie d'Européens que nous avons, un système qui est vraiment développé, on voit qu'on peut améliorer des choses. J'ai rencontré des Africains qui, eux, m'ont parlé de Bitcoin comme étant réellement un sauveur. En mode, nous, notre monnaie perdait 20% par jour. Ça nous a sauvé la vie. Le Bitcoin, c'était la seule solution qu'on ait eue. Et donc, ces gens-là ont, de par leur expérience, leur triste expérience, ont déjà eu l'application de Bitcoin qui les a sauvés. Alors que moi, je vois tout ce qu'on peut faire de cet outil, comment on peut l'améliorer. Eux, ils ont déjà survécu grâce à ça. Et donc, quand je vois la monnaie du Venezuela qui s'est effondrée et le cours du Bitcoin au Venezuela, enfin les demandes de Bitcoin qui ont explosé à la hausse, quand je vois comment la Grèce et certains citoyens ont pu rebondir et protéger leur valeur face au Bitcoin, je peux déjà le dire que, en fonction de l'expérience que j'avais eue, que j'aurais eue, je pourrais dire oui, Bitcoin est une alternative. Est-ce qu'elle est meilleure ? Est-ce qu'elle est beaucoup plus durable ?